À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Élections sur le plan national au Bénin, mais élections aussi au plan sectoriel. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait mettre sous les feux de la rampe le quatrième pouvoir, précisément la presse béninoise. Depuis peu, ça bouillonne au niveau de la corporation. Les professionnels des médias affûtent leurs âmes en vue du renouvellement des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Une structure fêtière qui n'aura du tout pas eu bonne presse ces dernières années. Comme pour chaque mandature, les professionnels des médias auront à désigner 3 des 9 conseillers devant siéger. Les 6 autres devront être désignés respectivement par le gouvernement et l'Assemblée nationale, à raison de 3 par institution. Pour une Assemblée nationale qui s'annonce monocolore, les carottes ne sont-elles pas cuites d'avance pour des professionnels des médias soucieux de parvenir à redorer le blason d'une corporation en quête désespérément de ses repères? Mesdames, Messieurs, c'est la grande interrogation autour de laquelle se fera l'émission débat du jour. Et ce sera autour du thème désignation des professionnels des médias à la HAC 6e mandature. Quel enjeu? Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, les concernés, 2 professionnels des médias. À ma droite, Médis Agbenko. Il est journaliste, analyste. Je le laisse compléter la présentation. Médis Agbenko, bonjour. Bonjour, chers confrères. En ce qui concerne la présentation, je crois que vous avez déjà dit l'essentiel. Merci. D'avoir été de tous les combats pour une presse plus libre. Merci. Indépendante. Merci, bien cher confrère. En face de lui, un autre professionnel des médias qui a longtemps porté le combat aussi pour une presse indépendante, Félicien Fayon. C'est de lui qu'il est question, journaliste, analyste. Il a été l'un des porte-flambeaux de l'UPMB et il continue le combat jusque-là. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Le 1er juin, c'est bien la date fatidique pour les professionnels des médias pour aller aux urnes. Mais avant, il faut bien battre campagne. Et avant la campagne elle-même, il y a la pré-campagne. C'est sérieux, bien structuré et bien organisé. Depuis quelques semaines, ça tire dans tous les sens. Au niveau des structures fêtières, c'est plutôt une bataille rangée. Félicien Fayon, la question de l'organisation du scrutin qui s'annonce très, très décisif, alors pour les professionnels, n'est pas de tout repos. Oui, c'est vrai que pour toute élection, ça n'a jamais été facile. Et quand on dit qu'il y a élection, c'est qu'il y a compétition. Et donc, quand on parle de compétition, ça veut dire qu'il y a des enjeux. Et beaucoup, on ne peut pas dire qu'on va s'entendre autour d'une élection. Ça, c'est clair. Mais lorsque le processus en lui-même, lorsque la machine électorale mise en place a des dysfonctionnements, c'est là où ça pose problème parce que ça joue sur le crédit, d'accord, du vote à venir. C'est là où se pose le problème actuel que nous vivons au niveau des associations professionnelles. Sans tailler aucun secret, toutes les associations, les fêtières, d'accord, de la presse béninoise sont en crise en ce moment où je vous parle. Au niveau du CNPA, Conseil national de la presse et audiovisuelle du Bénin, il y a problème, il y a crise en ce moment où je vous parle. Le président ne s'entend pas avec certains membres, et ainsi de suite. Ça ne va pas. Actuellement, même les comptes sont bloqués, on ne sait même pas si les élections auront lieu. Il y a ce problème qui se pose. À l'UPMB également, ce n'est pas la joie. Au niveau de l'ODEM, ça n'a même pas été facile avant que l'actuel président et son bureau ne soient donc installés. C'est pour dire que la presse est en crise, notre corporation est en difficulté en ce moment où je vous parle. Les associations sont vraiment en difficulté, et ce qui donc entache le crédit du processus électoral en cours pour désigner les représentants de la presse à la HAC. Oui, Médis Agbenko, ça fait grand bruit, ces crises au niveau des différentes structures évoquées par Félicien Fayon. Vous êtes resté un acteur actif, sans parti pris tout de même, mais alors, tout était bien quand même lancé pour qu'on en arrive à la situation qu'on vit actuellement, non? Bon, je crois que la crise que traverse notre corporation est née des intrigues politiques. La politique s'est invitée au niveau de la corporation? Des intrigues politiques, c'est-à-dire intrigues politiques
au niveau des associations professionnelles liées à la désignation, mais à l'élection des futurs conseillers à la HAC, puisque l'élection dont nous sommes en train de parler, et pour cette année de 2019, ça présente une particularité. Laquelle? La particularité est que c'est pour la première fois que nous assistons au sein de la corporation à la candidature de tous les responsables d'associations professionnelles. Ah, ça c'est vrai. C'est pour la première fois qu'on vit ça. Et cette particularité nous a conduit à une irrégularité, qui explique le dysfonctionnement du système mis en place pour l'organisation des élections. Irrégularité, c'est de demander à ce que les gens quittent leur portefeuille. Voilà. Mais finalement, ça a été fait à Bédis. Non. Tel que c'est fait, ça n'a pas été fait de la bonne manière. Ça n'a pas été fait sur les règles de l'art. Expliquez-vous. Puisque lorsqu'on se réfère au code électoral de 2014, en son article 41, il est bel et bien dit que si le candidat à l'élection des conseillers à la HAC est membre du PMB, du CNPA ou bien de l'ODEM, bref, s'il est membre des associations professionnelles ou s'il est en service à la maison des médias, c'est qu'il doit se faire décharger de ses fonctions 6 mois à l'avance. C'est ce que dit l'article 41. Donc, ce code étant en vigueur jusqu'au moment où les différentes déclarations de candidature ont commencé, ça veut dire que les responsables d'associations professionnelles devraient démissionner 6 mois à l'avance. En principe, ils devraient déjà démissionner. Donc, lorsqu'on regarde du côté de la loi organique de la HAC, en son article 20, il est dit que le renouvellement des conseillers doit intervenir au moins 1 mois avant la fin du mandat de ceux qui sont en cours. Oui. L'actuelle équipe a été installée le lundi 21 juillet 2014. Donc pour 5 ans. Ça veut dire que leur mandat arrivera à terme le 21 juillet 2019. Oui. Et les tests disent qu'il faut que les désignations soient terminées 1 mois à l'avance. Ah, oui. Donc probablement, donc ça veut dire que ça veut dire que les responsables d'associations professionnelles savent qu'au plus tard en juin, sinon en mai, comme cela s'organise de façon classique, oui. L'élection, qu'il y a une élection en vue et devraient déjà quitter leurs fonctions depuis janvier au plus tard. Donc ils n'ont pas respecté cette disposition et sont restés en poste, ils sont restés en fonction et que jusqu'à d'abord installer la commission électorale, convoquer le corps électoral sur la base maintenant d'un code électoral qui a été révisé. Donc, il s'agit d'une situation de révision opportuniste du code électoral de la presse béninoise par des responsables d'associations professionnelles qui sont en même temps des candidats. Autrement dit, ils sont juges et parties. Donc, quand vous prenez le code électoral qui est en vigueur en date du 7 mars et qui fait office de loi des partis, c'est que ce code porte la signature des gens qui sont candidats. La décision portant convocation du corps électoral porte la signature des gens qui sont candidats. Et la décision portant installation de la commission électorale qui doit procéder au recensement, à la gestion du processus, la délibération, la proclamation des résultats, tout ça porte la signature des gens qui sont candidats. Et puis, ce faisant, c'est qu'ils ont procédé à la désignation des confrères qui vont gérer. Donc, il se pose un problème de transparence du scrutin. Et puis, normalement, ils ne devraient plus être en fonction jusqu'à le faire. Parce que quand le code de 2014 dit qu'il faut quitter 6 mois à l'avance, ça veut dire qu'on ne doit plus toucher au code à 6 mois des élections. Donc, il y a ce problème-là qui se pose actuellement. Félicien Fayon, oui. Voilà quelques couacs relevés par Bédis, d'autres confrères l'ont aussi relayé. Mais malheureusement, c'est fait et c'est avec le code modifié qu'il va falloir aller aux urnes. Vous, entre-temps, on a ouï dire, parce que vous étiez annoncé comme l'un des hommes de médias devant candidater, mais par la suite que vous êtes retiré. Que s'est-il passé ? D'abord, est-ce que c'est effectif que vous vous êtes retiré? Que s'est-il passé? Oui, je me suis retiré effectivement. La preuve est que le délai de dépôt des candidatures, le délai imparti pour déposer les candidatures est déjà passé. Je ne suis pas parmi les candidats, je n'ai plus postulé. Je me suis retiré de mon propre chef, juste parce que j'ai vu que les élections qui s'annoncent sont des élections qui ne seront pas crédibles. Le processus déjà comporte des irrégularités, des dysfonctionnements. Je ne pense pas que ce serait bien pour moi de prendre part à une élection qui pourrait être contestée. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas évident que ce processus aille jusqu'au bout. Ce n'est pas évident que ça aille jusqu'à son terme. Ça, c'est clair. Ou alors, les conseils qui seront élus de ce processus-là seront en eux-mêmes qu'ils ne sont pas bien élus. C'est clair.
Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'on aille s'asseoir et discuter. Sinon, tout ce que Mélissa a relevé, c'est vrai. Et c'est au vu de tout cela que moi, j'ai analysé avec mon état-major, on a dit, ce n'est pas évident que on puisse prendre part à cette élection-là. Moi, je me suis retiré. Ce n'est pas normal que d'abord, dans un calendrier électoral, c'est le calendrier électoral avec moi, ce n'est même pas prévu une période pour la campagne. En tout cas, pour la version que j'ai reçue. D'accord? Le code électoral, modifié à quelques semaines seulement, sinon à quelques jours de l'installation des membres de la CEA, ça n'a pas été vulgarisé. À aucun moment donné, le code n'a été vulgarisé. C'est-à-dire que les membres de l'Assemblée spéciale, c'est-à-dire l'Assemblée spéciale, c'est les membres de l'UPMB, plus les membres du CNPA. C'est les deux mis ensemble qui constituent l'Assemblée spéciale. Et c'est l'Assemblée spéciale qui amende, qui touche au code. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc ceux qui ont été désignés, comme l'a dit Médis, c'est des gens qui sont propres, qui sont favorables aux candidats et au président, donc ils sont en même temps présidents des fêtières. C'est eux. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous avons 3 structures qui sont reconnues par le code, par la HAC, et qui sont reconnues comme étant des structures fêtières de la presse. Il y a l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, qui regroupe les journalistes, c'est-à-dire les acteurs des médias eux-mêmes. Il y a le Conseil national de la presse et audiovisuelle du Bénin, qui regroupe, c'est le patronat, c'est les patrons de presse, les promoteurs d'organes de presse, c'est eux qui se retrouvent là. Et il y a l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et l'éthique dans les médias. Ça, c'est le tribunal des pairs. Et l'ODEM est mise en place par l'Assemblée spéciale. C'est-à-dire que c'est l'AS qui lance un appel et recrute des gens qu'on envoie à l'ODEM. Il y a parmi eux, il y a des magistrats, il y a d'autres personnes quand même qui ajoutent. Donc, c'est les 3 structures. Les présidents de ces 3 structures, le président de l'UPMB, le président du CNPA, le président de l'ODEM, les 3 sont candidats. D'accord? La CEA HAC, la Commission électorale autonome HAC, c'est-à-dire qui conduit le processus électoral, cette CEA-là, les membres sont désignés par l'Assemblée spéciale. Le corps électoral est convoqué par l'Assemblée spéciale. Et l'Assemblée spéciale, je vous ai dit, c'est l'ODEM plus le CNPA. Les présidents de toutes ces institutions sont candidats. Et puis, qui sont-ils encore? Quand il parle du président de l'UPMB, il avait été secrétaire général de l'UPMB pendant 3 ans. Il a démissionné de l'UPMB. Bon, enfin, ça, il est à 6 mois de la fin de sa deuxième mandature à la tête de l'UPMB. Il a dit 6 ans. Ça fait 9 ans à l'UPMB pour lui seul. Celui qui est à l'ODEM a été premier vice-président de l'UPMB pendant 3 ans, bien 6 ans, je crois. Il est allé à l'ODEM. Il a fait 6 ans. Ça fait près de 12 ans pour lui seul. Celui qui est au niveau du CNPA vient de finir ses 3 ans, alors qu'il avait déjà été membre de l'ODEM. D'accord? Ça fait 6 ans. Et c'est tout cela aujourd'hui qui pensent que, en dehors d'eux, il n'y a plus personne pour aller à la HAC. Et c'est eux encore, eux 3 là. Parce qu'ils sont en train de finir. Parce que les tests disent clairement que, par exemple, si vous occupez un poste au niveau de l'UPMB 2 fois, vous ne pouvez plus, d'accord, postuler à ce même poste. Et donc, celui qui a été président de l'UPMB pendant 2 mandatures, ce n'est plus évident qu'il ne peut plus revenir. Les tests se refusent. Et donc, s'il ne doit plus être président de l'UPMB, il va aller où? Donc, il pense qu'il ne peut plus revenir dans la profession et exercer. Il faut aller à la HAC. Aller s'asseoir là-bas et gérer pendant 5 ans. Il en est de même pour le président du CNPA, qui pense que, le président du CNPA, peut-être qu'il voit que l'atmosphère n'est pas bien autour de lui, ce n'est pas évident que les gens le reconduisent à la tête du CNPA, il faut aller où? Il faut aller à la HAC. À l'ODEM, lui, il a fait l'UPMB, il a fini, il est allé à l'ODEM, il a fini ses 2 mandats et il pense qu'il faut aller à la HAC. Ça dit que c'est des gens qui ne veulent plus exercer le métier. Ils ne veulent plus servir la corporation, mais ils pensent que c'est eux qui vont continuer par replanter les projets des médias. C'est eux. Est-ce que ces analyses... Non, mais est-ce que ça tient la route, les analyses que vous faites? Et dit que ce sont des gens qui pensent qu'il faut aller à la RAC parce qu'ils ne peuvent plus venir vers la profession. Puisque les tests ne les empêchent pas de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont violé les tests. Vous connaissez... On y a démissionné 6 mois avant. Maintenant, pourquoi ils ont modifié? D'abord, ils n'ont pas 6 mois avant, ils n'ont pas démissionné. Ils ont attendu d'abord quelques jours seulement. Et moi, j'ai dit, est-ce que les élections auront lieu? Ils savaient qu'ils allaient modifier le code électoral. Ils ont modifié le code électoral, ils ont désigné les gens, ils les ont installés et puis ils sont partis. Les professionnels avaient la possibilité, Félicien Fayon, de s'insurger contre ce que l'un de nos confrères a appelé un grand putsch en préparation au niveau de la corporation. Mais on a eu comme l'impression qu'en dehors de quelques voix discordantes, tout le monde a apporté un blanc-seing à ce qui se faisait. Non, mais juste parce qu'ils ont trouvé les moyens d'appâter des gens. D'accord? Ne dites pas que l'argent a circulé encore. Il y a l'argent qui a circulé. Il y a eu des formations qu'on a mijotées à des gens pour dire, bon voilà, je t'envoie en formation, tu iras pour une mission de une semaine dans le Nord, tu iras faire ci, tu iras des pédiums. Quand on dit ça à des gens qui sont en difficulté, quand on dit ça à des gens qui n'ont pas de salaire dans leurs organes de presse, c'est normal que ceux-là acceptent.
C'est ce qui se passe en réalité. Les gens qui sont en difficulté, on dit, bon, tu vas faire une semaine au nord, tu vas suivre une formation, toi, il y a la spécialisation, je te mets dedans, je mets ton nom dedans. Et puis le président, les présidents se comportent comme si les institutions leur appartiennent à eux seuls. Ils ne prennent pas de décision de concert avec les membres du bureau. C'est eux seuls qui prennent les décisions. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le président du CNPA, le président sortant, est en difficulté avec son bureau. Parce que les décisions sont prises par lui seul. Il en est de même pour l'UPMB. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, quand on fait ça à des confrères qui sont en difficulté, parce qu'en réalité, il faut noter que beaucoup n'ont pas le temps de militer vraiment. Beaucoup n'ont pas le temps de voir ce qui se passe au niveau des associations. Non, mais le peu qu'il y a là, c'est des gens peut-être qui n'ont rien à faire, ou bien bon, qui sont en freelance, mais qui ne sont pas trop occupés dans les organes, ou qui sont dans des organes, mais ne sont pas trop bien payés. Donc, on leur trouve des opportunités qui leur permettent de gagner un peu de sous. Ça fait que eux, ils se taisent. Et ils sont à la sorte de ces présidents-là. Ils ne veulent pas vraiment mener le combat qu'il faut pour que nous puissions arracher notre indépendance. Ah ben, Médis, la situation semble plus que critique, on l'imagine. Bien sûr que oui. Maintenant, permettez-moi de revenir rapidement sur la question de la démission. Oui. Et au regard du code électoral qui était en vigueur en 2014, le code électoral de 2014, qui sont censés respecter, mais qui n'ont pas respecté, et de finir par tripatouiller ou bien modifier ce code. Et ce code dit que lorsque vous venez démissionner pas 6 mois à l'avance, c'est que vous êtes disqualifié. Donc, en principe, ces responsables d'associations professionnelles qui n'ont pas pu démissionner dans le délai requis ne devraient plus participer aux élections. Qui pour les en empêcher? La CEA, normalement. Bon, la CEA, ou bien à défaut, c'est que nous sommes dans un état de droit. C'est de réfléchir, de voir que jusqu'où porter l'affaire. Mais donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut encore attendre un peu pour voir la suite ou bien l'évolution de ce dossier. Maintenant, la version tripatouillée ou bien modifiée de l'article 41, taillée sur mesure, bien sûr, dit qu'il faut désormais démissionner 72 heures après l'installation du CEA-HAC. Donc, ça a été corrigé. Donc, et puis, il faut, selon leur volonté, selon leur gré, c'est qu'il faut maintenant attendre que la commission électorale soit installée avant de démissionner. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal, parce que ça pose un problème maintenant de dépendance de la commission électorale vis-à-vis de ces responsables qui auront déjà mis en place toute l'équipe avant de partir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Et même si on parle, quand même on parle de démission 72 heures à l'avance, il faut préciser que ces responsables d'associations professionnelles, de leur position, ont eu à adhérer à des commissions techniques dans beaucoup d'institutions. Au niveau de la HAC, par exemple, ils sont dans la commission aide de l'État à la presse privée, ils sont dans beaucoup de commissions, et tout dernièrement, en novembre 2018, ils ont été nommés dans la commission Fonds d'appui au développement des médias, FADEM. Voici la décision qui les nomme. Mais ils n'ont pas, jusque-là, on n'a pas encore la preuve qu'ils ont démissionné de toutes ces instances ou bien de toutes ces commissions-là. Ils devraient démissionner en principe, oui, parce qu'ils ont été nommés en qualité. De leur président. Ils ont été nommés en qualité de président d'institution. Et la décision de la HAC continue de les reconnaître comme tels, comme président de ces différentes institutions, bien nommés. Donc, voilà encore une irrégularité au niveau du processus. Et revenant toujours sur le code électoral version modifiée, l'un des scandales liés à cette réglementation, c'est l'exclusion ou bien la marginalisation de la HAC et du ministère de la Communication. Qu'est-ce que ça signifie? Marginalisation. Oui, marginalisation, oui. Marginalisation parce que tout le temps que l'élection des conseils de la HAC a été organisée au sein de la corporation, la commission qui s'en charge est composée de 13 membres, dont un représentant du ministère de la Communication et un représentant de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Mais après avoir modifié le code, les 2 places ou les 2 postes réservés à ces 2 instances ont été supprimés. Donc ça veut dire que le ministère de la Communication et la HAC n'ont plus un droit de regard sur le processus et c'est désormais composé essentiellement que de confrères qui sont pour la plupart des hommes de main de ces responsables d'associations professionnelles en même temps candidats, ce qui pose également le problème de transparence électorale. Oui, voilà. Oui, mais Félicien Fayon, on a suivi ces professionnels des médias, qui ont clamé à cri vouloir travailler en toute indépendance avec une certaine homogénéité. La présence de ces représentants et de la HAC et du ministère était considérée comme des présences de trop. Si c'est vrai qu'on peut reprocher à ces présidents d'avoir modifié le code presque à un moment peu favorable, est-ce que ça ne représente pas quand même une avancée par rapport au plaidoyer qui avait été fait? Vous savez, nous avons voulu travailler en toute indépendance, mais est-ce que nous avons les moyens? De quels moyens disposons-nous pour travailler?
les élections que nous organisons, où est-ce que nous trouvons les moyens pour organiser les élections? On ne fait que puiser, d'accord, dans l'aide de l'État à la presse privée. C'est les fonds là. Les cotisations, les gens n'en donnent pas. Parce que les présidents, quand ils viennent, ils ne travaillent pas pour amener les confrères à être réguliers dans le paiement des cotisations. Ils ne font aucun effort. Je parle parce que je suis membre de l'UPMB. Oui. D'accord, je suis à ma deuxième mandature à l'UPMB. Je sais de quoi je parle. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucun dispositif mis en place pour que les gens puissent payer les cotisations. Et il n'y a que ces cotisations qui vont nous permettre d'être indépendants au niveau des organisations professionnelles. On ne vit que de ce que l'État envoie. La liste électorale, c'est la HAC qui donne. Vous n'associez pas la HAC à l'élection. Vous n'associez pas la HAC au processus électoral, alors que vous n'avez pas la liste électorale. Parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a que la HAC qui donne la liste électorale. Parce que les textes disent qu'il faut avoir la carte de... C'est ceux qui sont détenteurs de la carte de presse qui pourront voter. La carte de presse, qui est-ce qui la donne? C'est la HAC qui donne ça. Donc il n'y a que la HAC pour vous donner la liste de ceux qui sont détenteurs de la carte de presse. Vous n'associez pas la HAC, vous écartez la HAC. Parce que vous voulez tripatouiller. Parce que vous voulez faire du faux. Et vous ne voulez pas que ces institutions dedans. Parce que celui qui va représenter la HAC n'acceptera pas qu'on fasse du faux. Celui qui sera là au nom du ministère et donc au nom du gouvernement peut-être n'acceptera pas qu'on fasse du faux. Qu'on fasse du faux, bien sûr. Et donc, on a exclu ces institutions-là pour pouvoir travailler avec rien que des gars qui sont favorables aux candidats. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que vous savez que sans le ministère de la Communication, il n'y a pas de crédit dans ce que vous faites. Il n'y a que ces deux institutions-là qui vont venir appuyer ce que nous faisons. Et par le passé, les deux institutions ont toujours été représentées au niveau de la CEA. Mais cette fois-ci, on les exclut. Je ne vois même pas la raison valable évoquée pour les exclure. Si ce n'est pas que c'est pour faire du faux. Il faut aussi préciser que la présence de ces deux représentants des institutions et du gouvernement dans la commission constitue une sorte de caution morale qui garantit vraiment la crédibilité du scrutin. Puisque l'expérience a montré que ces structures envoient des représentants qui sont objectifs dans leur compte rendu. C'est qu'ils ne font que dire ce qu'ils ont vu. Ils ne sont pas là pour pactiser. C'est des cadres qu'on envoie comme pour suivre, pour constituer un regard de leur structure au sein de la commission. Donc, quand on les écarte, c'est comme vient de le dire le confrère Fayon, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait un regard extérieur dans ce qui veut se faire, ce qui suscite des inquiétudes en ce qui concerne la bonne foi de ceux qui ont pris cette décision. Je disais, Médis, il faut que les confrères travaillent pour pouvoir envoyer 3 des leurs, les représenter tout à fait au sein de la HAC. Oui. Alors, aujourd'hui, avec l'exposé que vous faites, nous avons les responsables au niveau des 3 instituts fêtiers, l'ODEM, l'UPMB, le CNPA, qui veulent tous aller à la HAC. Ouais. Avec les schémas que vous avez présentés, ça frise comme une nomination vers la HAC, un schéma plausible. Les retrouver tous 3? Non. Une chose est sûre. Oui. S'il ne faut qu'emprunter le chemin de la désignation pour aller à la HAC, il y a seulement qu'une seule place pour la presse écrite. Parce que les 3 qu'il faut désigner, c'est qu'il faut un journaliste de la presse écrite, un journaliste de l'audiovisuel et un technicien. Alors que le profil des 3. Voilà le profil des 3 tel que prévu par la loi organique de la HAC. Donc, ça veut dire que les 3 étant de la presse écrite postulent tous dans la même catégorie également. Okay. Donc, il n'y a qu'une seule chaise que discutent les 3 responsables d'associations professionnelles. Donc, les 3 ne peuvent pas prétendre emprunter ce canal. Donc, s'il faut faire, il doit y avoir ces mineurs. Voilà, c'est mineur. Maintenant, s'ils tiennent, c'est peut-être d'aller voir aussi, tenter leur chance à voir s'il faut emprunter le couloir de la politique pour y aller, parce qu'au-delà des 3 que nous aurons à élire, il y a le bureau de l'Assemblée qui doit aussi envoyer 3 représentants à raison d'un communicateur, et un juriste, une personnalité de la société civile. Même chose également pour le président de la République. Mais du moment où ils sont déjà candidats, ils ont déjà déposé des dossiers, est-ce qu'ils peuvent encore être repêchés de l'autre côté? Point d'interrogation, c'est qu'il faut attendre de voir. Il faut attendre de voir. Mais face à un schéma comme celui que vous présentez, est-ce qu'il y a des portes de sortie pour éviter qu'à la date indiquée, on ne se retrouve pas dans l'impossibilité d'aller aux urnes? Car vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas exclu que l'élection soit reportée. Vous savez, si on reporte l'élection, c'est que ça pourrait peut-être agir sur la date retenue pour que les désignations soient faites. C'est possible, mais on peut toujours reporter.
Mais ce que je pense comme idéal à faire, c'est que ces présidents d'institutions se retirent. Qu'il se retire de la course. Qu'il se retire de la course. Sinon, à quelques semaines, est-ce que c'est possible? C'est possible, puisqu'ils ne sont pas les seuls dont les dossiers ont été retenus. C'est vrai qu'en dehors de trois, il n'y a que M. Brice Ogoubi, qui est un journaliste en situation de travail, qui est là, qui a postulé. D'accord? Il y a lui. D'autres auraient bien voulu être là. Moi, j'aurais bien voulu être là comme candidat. Mais ils ne nous en ont pas donné la possibilité. Vous savez, pour les pièces à fournir, ils ont demandé 15 pièces. D'accord? Ils ont sorti un communiqué sur WhatsApp, d'accord? J'ai dit que moi, je n'ai vu ça dans aucun média, tout ça, pas sur WhatsApp. Ils ont sorti un communiqué le 18 au soir, pour demander les dossiers à compter du 22 au 26. Et ils ont demandé 15 pièces. Et parmi les 15 pièces, il y a des attestations qui, lorsque vous formulez les demandes, ça va prendre peut-être une semaine avant qu'on vous les délivre. La preuve est que j'ai eu, il y a quelqu'un qui voulait postuler, Christophe Agbodi, qui a écrit à l'ODEM pour avoir une attestation de non-condamnation. Mais l'ODEM étant en crise, l'ODEM n'ayant pas de président, au moment même où il avait formulé sa demande, il n'a pas pu l'avoir. Parce que c'est le vendredi, date de clôture du dépôt des dossiers, que le président de l'ODEM, le nouveau président, a été installé. Comment est-ce qu'il va avoir... que tout a été fait à dessein? Mais bien sûr. Je vous ai dit que l'Assemblée spéciale, c'est les deux institutions, c'est le CNPS et l'UPMB. C'est l'Assemblée spéciale qui a désigné les membres de la CEA. Et donc la CEA, parmi les deux là, la CEA est favorable aux deux présidents. Est-ce que vous voyez un peu? C'est eux qui ont... C'est l'Assemblée spéciale qui a modifié le code, qui sait ce qu'elle a mis dans le code, sans vulgariser le code. Parce qu'à aucun moment donné, ils n'ont dit aux gens qu'ils ont modifié le code et que voilà les nouvelles donnes, voilà ce qu'il faut. Ils n'ont jamais fait ça. À aucun moment donné, ils ont modifié. Entre eux, c'est fini, ils ont installé la commission. La commission aussi est venue et n'a jamais vulgarisé le code. La commission n'a jamais... J'ai vu, on a mis sensibilisation du 3 mai au 3 au 5 mai. Qui pour arrêter la machine? Mais je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Médis, moi je n'avais pas voulu sortir le secret. Nous, on est en train de prendre des dispositions pour saisir des institutions compétentes. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Il faut saisir les institutions compétentes pour remettre en cause le processus. Parce que ça ne va pas. Et on ne peut pas continuer comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas une nomination, c'est une élection nationale. Il faut saisir les juridictions compétentes pour remettre ou arrêter le processus. Au besoin, on installe la HAC sans les représentants de la presse. Quitte à ce que nous on se mette en règle après. Ce n'est pas un problème, ça. Mais dis, un schéma comme celui-là, ça risque d'être une première. Je crois que, l'élection, il ne faut pas souhaiter son report, puisque la date du 1er juin est tellement déjà un peu avancée, puisque ordinairement, on a l'habitude de faire le vote en mai. Cette fois-ci, c'est porté jusqu'en juin. Et c'est à cause d'eux. Donc, c'est aller en juin, mais rien ne les a freinés ici, ce n'est pas eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient modifier les tests, faire tout à leur... C'est les manigances qui ont conduit à cette extrémité, jusqu'à ce que l'élection soit fixée pour le 1er juin. Et voilà encore la date du 1er juin, une date qui pose problème. Parce que vous appelez des journalistes à voter un 1er juin, un jour où il y a une grande manifestation officielle, journée de l'arbre, où on sait que le 1er juin, nous, journalistes, on est très sollicités pour aller couvrir les opérations de reboisement dans beaucoup. Et c'est à ce jour-là qu'on invite les journalistes. Bon, là, vous pensez que ça aussi, ça peut être un handicap? C'est un problème. Bon, mais maintenant, bon, on ne va pas trop obtenir rigueur par rapport à ça. Mais le plus important, c'est d'éviter de souhaiter le report pour qu'on ne tombe pas dans un vide juridique. Parce que dès qu'on va déplacer cette date, et que la prochaine RAC risque de se retrouver dans un vide juridique, puisqu'il y a un délai constitutionnel tel que je l'ai dit tout à l'heure, prévu par l'article 20 de la loi organique. Maintenant, il faut souhaiter que le processus électoral aille à son terme, mais ce qu'il faut... Entre le souhait et la réalité des faits, telle elle se présente actuellement... Pour que le processus aille à son terme, il faut juste régler un problème pour instaurer l'égalité des chances entre les candidats. Et comment on s'y prend? Pour y parvenir, c'est qu'il faut que les responsables d'associations professionnelles qui sont en même temps juges et parties se retirent. Vous pensez qu'on peut y arriver? Pourquoi pas? C'est bien possible. Parce qu'ils sont trois. Il y a deux qui ont démissionné en retard. Autrement dit, ils ont fait semblant de démissionner, une démission pratiquement théâtrale. Il s'agit de qui là? Bon, il s'agit des présidents de l'Union des professeurs des médias du Bénin et du président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui ont démissionné après avoir installé
la commission électorale. Et toutes les décisions de l'élection portent leur signature. Le président de l'ODEM, bon, lui, il dit avoir démissionné en janvier et sa signature ne figure pas sur les documents. Donc ça veut dire que, tout au moins les deux présidents du PMB, SPA devraient être disqualifiés et la corporation a intérêt à se battre pour ça, pour relever ce défi, pour que cela ne serve pas de jurisprudence pour l'avenir. Si on laisse passer cette situation, et que dans l'avenir, quand des confrères vont se retrouver dans certaines positions, ils peuvent attendre la veille des élections pour réviser les tests, pour dire oui, il y a quelques années, ça s'était passé, personne n'a rien dit. C'est pour ça que c'est le moment plus que jamais de se battre pour empêcher cela, pour que cela ne fasse pas cas d'école. Basile Chibozo, avec autant d'engagement, de détermination, ainsi que le président de l'UPMB, vous les voyez se retirer d'une telle compétition? Moi, je n'ai pas de problème avec la personne des candidats. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Je n'ai pas de problème avec Basile Chibozo, que je respecte beaucoup. Je n'ai pas de problème avec M. Franck Potimé, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Je lui ai dit que je suis membre de l'UPMB. J'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. Et donc, je n'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je dis, dans le cas précis, les deux candidatures-là, en plus de celle, de celle du président de l'ODEM, je dis qu'elles ne sont pas opportunes. Il faut que les présidents des institutions se retirent. Pourquoi est-ce que les trois veulent simultanément, d'accord, aller à la Hague? Pourquoi cette volonté? Pourquoi cette ambition? C'est quoi? C'est pour bien faire pour la presse comme ça, là? C'est tout dans le but de bien servir la presse, c'est ça? En tout cas, officiellement, c'est ce qui a été dit. Il n'y a que pour servir la presse, c'est ça? Félicien Fagnon et Médis, son interrogation m'amène à ouvrir l'autre brèche que beaucoup agitent. La presse béninoise, elle est malade. Elle est en souffrance. Qui pour l'aider à redorer son blason, c'est aussi la HAC. Et ces dernières années, à cette HAC finissante, beaucoup de pierres ont été jetées. Pour certains, il y a amalgame de genre, amalgame de missions assignées, amalgame de rôles. Et si on envoie des responsables conséquents au sein de cette institution, c'est vrai qu'il n'y a que 3 places à prendre, ça peut aider à changer un peu la configuration. Mais dans le schéma actuel, Félicien Fagnon, est-ce que les journalistes rêvent en couleur ou sont réalistes en se disant, lors de la prochaine mandature, c'est possible d'avoir une HAC qui arrive à comprendre sa mission et à la jouer à fond? Vous savez, les gens sont en train de conduire les confrères vers l'abattoir. Les gens sont en train de conduire les confrères à l'abattoir. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Ils sont en train de leur tendre, des apparts pour les amener peut-être à voter pour eux. Ils iront à la HAC, mais les mêmes confrères vont mordre le doigt après. Parce que ce qu'ils évitent, ce qu'ils reprochent aux différentes mandatures de la HAC, les mêmes choses vont revenir. Ceux qui vont à la HAC ne pourront rien changer. Parce qu'en réalité, à la HAC, les gens ne font que appliquer les tests d'un point barre. La HAC, c'est 2 missions. Assurer la liberté de la presse et réguler le fonctionnement des médias. C'est les 2, en réalité. Et donc, le conseiller qui va à la HAC ne va que se conformer aux tests qui régissent la HAC. Moi, en voulant aller à la HAC, c'est que moi, je pense qu'il faut aller régler un problème. Faire des plaidoiries pour qu'on puisse retirer au président de la HAC le pouvoir discrétionnaire qu'on lui donne et qui lui permet de suspendre des organes de presse sans la plénière. C'est ça ce combat, moi je pense que je vais le faire jusqu'à ce que cela ne change. C'est ça seul. Mais le reste, il n'y a rien à faire. Ça reste quand même déterminant parce que c'est une première. On a vu des choses pas croyables avec la mandature finissante. Oui, non, c'est les tests qui l'ont prévu. Tout à fait. Le président de la HAC, il a le pouvoir de suspendre, de faire tout ça. C'est les tests qui lui ont donné ce pouvoir-là. Et moi, je pense qu'il vaut mieux faire le combat pour qu'on puisse lui retirer ce pouvoir-là. Et ça, c'est l'Assemblée nationale, parce que c'est une loi qui institue cela. Dans le schéma actuel Médis, est-ce que les professionnels des médias peuvent continuer à croire que quelque chose est vraiment faisable dans ce sens? Oui, bien sûr que oui. C'est comme vient de le dire mon confrère, lorsqu'il parle de la question de mesures conservatoires. Ouais. Le pouvoir de mesures conservatoires que l'article 55 de la loi organique confère au président de la HAC exclusivement. Et puis, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce pouvoir soit désormais élargi, peut-être au collège des conseillers, que ce ne soit plus une affaire d'individus, mais que ce soit un groupe qui apprécie de l'opportunité et selon la gravité de la faute. Puisque les mêmes tests qui ont prévu ce pouvoir conservatoire ont prévu aussi des rappels à l'ordre, des avertissements, d'autres formes de sanctions. Et comme en dernier recours, la mesure conservatoire, mais parfois on constate qu'on y va directement.
Donc, les professionnels des médias ont vraiment intérêt à œuvrer, faire le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, parce que tant que cette disposition va demeurer dans la loi, c'est que qui est en vigueur, ça veut dire que c'est un principe applicable. Et ce que cela occasionne, c'est que nous le constatons tous. Donc, c'est d'espérer et d'ouvrir la réflexion pour mener le débat. Mais Voilà. le débat a commencé dans les rédactions, Oui. mais est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre pour y aller dans le contexte actuel? L'Assemblée nationale qui va être installée à 83%, ou non pas 83%, à 100%, dit-on, reste une Assemblée nationale qui va accompagner le chef de l'État. Et cette Assemblée va envoyer 3 représentants. Le gouvernement enverra 3 représentants. Les professionnels des médias, dans une diversité qui ne dit pas son nom, une cacophonie qu'on observe actuellement, enverront 3 représentants. Alors, pour finalement, quel résultat? Non, je crois que nous devons rester optimistes. Un peu comme ça me rappelle le débat sur la suppression des peines privatives de liberté, où les députés étaient très réticents, mais à force de dialoguer, de discuter, c'est que l'Assemblée a fini par faire un minimum de concessions. C'est vrai que toutes les peines ne sont pas encore exonérées d'emprisonnement, mais on a pu faire un pas. Ça veut dire que si sur cette question, on a pu obtenir le minimum, sur la question de mesures conservatoires, il faut aussi quand même prendre langue avec les députés, chercher à les convaincre, les créditer de bonne foi pour voir la décision que le Parlement va prendre. Oui, Voilà. et Félicien Fayon, la même question, je vous la pose par rapport au grand défi qui est celui de la presse. Désormais, dans le contexte actuel, les professionnels des médias, avec toute cette cacophonie à laquelle on assiste actuellement, ont vraiment de marge de manœuvre pour espérer sauter un verrou comme celui que vous agitez. Vous savez, la HAC est une institution politique. Le président de la HAC n'est pas élu. Il est nommé par le chef de l'État. C'est clair. Le chef de l'État, en nommant un président de la HAC, a encore le pouvoir de désigner 2 autres personnes. Il en est de même pour l'Assemblée nationale, mais qui désigne rien que 3 membres. Et donc la presse, même là, elle est minoritairement représentée. Et la HAC n'est pas là pour faire le bonheur de la presse, mais une institution de régulation de la presse. Quand le policier est sur la voie et qu'il régule, c'est vrai qu'il vous fait du bien, hein, mais en réalité, il est là pour vous frapper si vous tombez dedans. Donc quand il vous frappe, ne dites pas qu'il est mauvais. Et donc la HAC n'est pas là pour caresser la presse. Et ce n'est pas la HAC qui fera le bonheur de la presse. Il faut que les gens lèvent ça de la tête. C'est pour ça que quand on leur promet ciel et terre, vous dites quand il dirait la HAC, il va faire ça, il faut dire c'est faux. Personne ne va là faire quelque chose pour quelqu'un. Mais battons-nous pour que les gens assouplissent les tests pour retirer ce pouvoir, d'accord, qu'on a donné au président de la HAC, et pour peut-être amener les gens à établir ou bien à élaborer une grille des sanctions. Et là encore, Lorsque tu fais ça, on t'applique telle sanction. là Aujourd'hui, encore, ça n'existe pas. Dans ce contexte, c'est effectif, ça Oui. n'existe pas. Ça n'existe Mais pas. dans le contexte actuel, c'est possible d'arriver à l'assouplissement de ces tests. C'est possible parce que c'est à l'Assemblée nationale. Le pouvoir qui est là actuellement, ce n'est pas un pouvoir qui en veut à la presse. Je ne pense pas. Et donc, on peut toujours mener des démarches. Mais pour le faire, il faut que nous ayons des associations professionnelles très fortes. Pas des gens forts, mais des associations tous très fortes. Et nous, on n'a pas ça. Nos associations sont en difficulté aujourd'hui. Nos associations sont en crise aujourd'hui. Donc, nous donnons le pouvoir, comment on appelle, à la HAC de frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons travailler pour que nos associations qui sont là, soient vraiment indépendantes d'abord. Ça doit commencer par là. C'est les associations qui sont là pour défendre la presse. Ce n'est pas la HAC. La HAC ne défend pas la presse. Alors, 1er mai, ce n'est pas bien loin, mais 10, est-ce qu'il va falloir en urgence que les professionnels s'asseyent? Le 3 mai. Oui, voilà, le 3 mai, le 1er juin, je vous l'ai dit, n'est pas très loin. Le 1er juin n'est pas très loin. Est-ce qu'il faut en urgence que les professionnels des médias s'asseyent pour trouver comme un modus vivendi? Ah, parce que la corporation a intérêt vraiment à réfléchir et voir et suivre de très près le processus électoral qui est en cours pour que des confrères ne réussissent, ne gagnent pas dans le désordre. Voilà. Ce n'est pas, comme on le dit en langage PMU, où il y a possibilité de gagner dans l'ordre et dans le désordre. Nous ne va pas accepter qu'on gagne dans notre corporation dans le désordre, que ce soit dans la transparence. Et il faut que les 2 présidents d'associations qui ont commis des irrégularités vis-à-vis des tests, comme nous venons de le dire,
il faut qu'il se retire parce que ça pose d'abord un problème d'égalité des chances entre les candidats. Donc, c'est ce qu'il convient de répéter et c'est ce qu'il convient, et ce sur quoi il convient d'attirer l'attention des confrères, puisque, comme vous venez de le dire, nous sommes exactement à un mois de la date de l'élection. Au niveau des rédactions, les confrères sont en train de penser à la question, mais le plus grand défi à relever, c'est d'amener les pouvoirs publics ou bien les responsables d'associations professionnelles qui ont procédé à une révision opportuniste de sortir simplement du jeu pour que cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne devienne pas une école pour l'avenir. Qui pour faire entendre raison aux concernés si l'on ne doit pas aller vers des structures judiciaires? Bon, a priori, ça peut être la commission électorale. Mais qui dit commission électorale, c'est dit une équipe composée des gens qui sont redevables à ces responsables qui sont candidats. Donc, est-ce que les confrères qui sont dans la commission pourront avoir les coudées franches pour prendre cette décision? C'est qu'on attend de voir. Donc, si la CEA n'arrive pas à le faire, il n'y a que les juridictions compétentes pour trancher la question. Félicien Fayon a amené un dossier comme celui-là devant la justice. Est-ce que le temps ne jouera pas définitivement contre la corporation? Et ne regarde pas le temps. Même si le temps va jouer contre nous, si c'est pour régler un problème une fois pour de bon, mais ne regarde pas le temps. C'est clair. Parce que si nous regardons le temps et qu'on laisse passer, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, ça va jouer contre nous pour les fois à venir. À la veille, on peut réviser le code électoral et y aller, ce qui n'est pas normal. Possible de taper à la porte d'un médiateur avant d'en arriver là? Il faut qu'on retourne à l'ancien code. C'est tout ce que moi je souhaiterais. Et je pense que pour ça, on va saisir les juridictions compétentes. Vous êtes ferme là-dessus? Moi, je suis ferme là-dessus. On va saisir les juridictions compétentes. Et moi, mon état-major et moi, nous travaillons à cela déjà. Parce qu'en réalité, mon retrait n'a pas été du goût de ceux qui me soutenaient, ceux qui... Mais on n'avait pas le choix. Il fallait se retirer parce qu'il ne fallait pas se lancer dans cette course-là qui, dont le lendemain n'occupe pas tout là. Médis Agbengo, on pensait qu'il y a une formule magique de sortie de crise. C'est laquelle? La formule la plus simple pour sortir de la crise, c'est que ces deux responsables auraient pu démissionner. De même, oui, mais vous savez que c'est pratiquement impossible. À défaut de démissionner à temps, oui. C'est que c'était de ne pas déposer leur dossier de candidature. C'est fait aussi. Bon, maintenant, c'est qu'ils essaient d'aller de l'avant, mais il faut quand même qu'on leur montre une limite à ne pas franchir. Et la meilleure manière de leur montrer la limite à ne pas franchir, c'est d'opposer la résistance qu'il faut de façon la plus musclée, en empruntant les voies de recours les plus possibles. Puis après tout, nous sommes dans un état de droit. Et ce que nous déplorons, ce que nous dénonçons est tellement clair qu'on n'a même pas besoin de trop expliquer avant que les gens nous comprennent qu'il y a irrégularité, puisque le code a été révisé de façon opportuniste par des gens qui sont déjà forclos, frappés de forclusion et qui devraient être disqualifiés. Mais pour conclure cette émission, voilà. Le temps est déjà parti. Vous diriez quoi alors à tous ces responsables qui vous suivent et à ces confrères qui s'interrogent? Pour conclure cette émission, je voudrais appeler les confrères en question à décider d'eux-mêmes de se retirer de la course pour ne pas pour ne pas subir d'éventuelles déconvenues pour dire après que c'est les confrères qui les portent devant les institutions pour répondre d'un certain contentieux. Merci. Il faut que la décision vienne d'eux-mêmes. Oui, voilà. Vous y tenez, Félicien Fayon. Moi, je voudrais, avant que l'émission ne finisse, remercier la HAC parce qu'il y a un travail de qualité qui se fait là-bas. Vous savez, les gens, je vous ai dit tout à l'heure que la loi, les tests disent que pour pouvoir voter, il faut avoir la carte de presse. Et c'est là qui donne la carte de presse. Les gens avaient tenté de tripatouiller à ce niveau en envoyant des dossiers à la HAC. A dit que vous êtes tranquille, on vous dit, bon, vous faites votre dossier pour avoir la carte de presse. On vous donne les moyens, tout, vous construisez tout, et on va déposer en votre nom. Mais j'ai déjà appris qu'il y en a beaucoup qui ont été déjà déçus parce que la HAC a recalé beaucoup de personnes. Ça veut dire que la HAC fait un travail de qualité sur ce plan-là pour apurer effectivement la liste électorale, afin que ce soit effectivement les professionnels des médias, les acteurs des médias qui sont qualifiés, que ce soit eux qui donc bénéficient de la carte de presse devant permettre donc de voter. Je voudrais attirer l'attention de tous les confrères et de toutes les consoeurs sur le fait que nous devons nous méfier sur ceux que nous voulons choisir. Nous devons tous
appeler, d'accord, les présidents des institutions en question à la démission et exiger le retour à l'ancien code électoral, à l'application de l'ancien code électoral. Ce n'est qu'à cette seule condition qu'on pourra vraiment être sûr que nous voulons désigner ceux que nous souhaitons avoir comme représentants à la HAC. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci aussi à vous, Mehdi Sawenko, pour cet instant d'éclairage. Chers téléspectateurs, oui, un coup de projecteur sur la presse. On en a besoin, car sans elle, eh bien, ce qui se passe de l'autre bout à l'autre bout du monde, ce n'est pas évident, que vous le sachiez. Élection, il y en aura aussi, mais déjà sous tension. Mais on espère vivement l'accalmie de retour. 100% Bénin, pour le numéro du jour, Geoffroy Compagnie, mais sur cette citation du troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson. Je le cite, lui qui adorait tant la presse. Notre liberté, disait-il, dépend de la liberté de la presse. Et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Une fois perdue, nous le sommes aussi. Et pour que la presse ne soit pas perdue, encore et toujours un peu de regard bienveillant. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.